Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rando Redotto depuis le beffroi du palais communal de Conseillon. La vidéo d'aujourd'hui vous est offerte par Gomez qui m'a suggéré de commenter un article sur la soi-disant horloge biologique des hommes et de partager mon avis sur un autre thème complètement différent, notamment l'utilisation de la menace du nucléaire pour contrôler les peuples alors qu'il y a de fortes chances que de telles armes n'existent pas vraiment. Voici son opinion sur la question du nucléaire. Je le cite. « Je crois que l'élite veut nous faire croire à une toute-puissance de leur part, quitte à mentir comme par exemple sur le fait d'avoir été sur la Lune. Serait-ce pareil pour les armes nucléaires? Peut-être qu'ils ont inventé la légende d'une arme qu'ils ont appelée nucléaire, mais qui au fait n'existe pas, tout comme les satellites. Qu'en pensez-vous? Carissimo Gomez, que l'élite se fiche royalement des masses et n'a absolument pas à cœur les intérêts de ces dernières est un fait. Que l'élite ait un contrôle sur les masses et les manipule au gré des intérêts des premiers est aussi un fait. Un contrôle qu'ils feraient et feront tout pour maintenir, quitte à décimer plus de la moitié de l'humanité. Au fait, c'est un projet sur lequel ils travaillent, comme ils vous l'ont annoncé par l'entremise de Mr Thanos. Rappelez-vous bien du décret divin sur la disponibilité perpétuelle de la vérité. Ils vous le diront toujours. Du coup, vous comprenez bien que la question importante n'est pas tant l'existence ou non des armes nucléaires, mais la prise de conscience qu'ils seraient prêts à tout pour nous manipuler et pour nous mener lentement mais sûrement vers l'abattoir. Des centaines de millions de vies en plus ou en moins pour eux ne signifient littéralement rien. Considérons les deux hypothèses sur l'existence des armes nucléaires. Si les armes nucléaires existent vraiment, il n'y a absolument aucun doute que s'ils n'en font pas usage, malgré toutes les menaces qu'ils brandissent à longueur de journée, c'est juste que leurs intérêts ne l'exigent pas pour l'heure. Vous vous souvenez bien d'Hiroshima et de Nagasaki. S'ils disposaient de telles armes, et si pour protéger leurs intérêts, ils devaient être tentés de les utiliser, ils n'y repenseraient même pas par deux fois. À supposer par contre que ces armes n'existent pas, on comprend donc que si on en entend parler si souvent, c'est dans le but d'entretenir un climat de peur pour asseoir leur domination. Rappelons-nous que l'humain sous l'emprise de la peur tend soit à commettre des atrocités ou alors à être paralysé au point de perdre tous ses moyens, donc au point de devenir incapable de réagir. Dans les deux cas, ça les arrange parfaitement. Vous commettez des infractions ou justement des actes de violence, ça leur donne de bonnes excuses pour permettre à leurs armées de vous mater. Ou alors, vous ne faites rien, et ils accomplissent paisiblement leurs objectifs une goutte à la fois. Toutefois, à cela, j'ajouterais que la domination de l'élite sur les masses ne découle pas seulement du climat de peur qu'ils créent et entretiennent, mais avant tout de la passivité des masses et de l'acceptation bienveillante de ces dernières, des styles de vie hédonistes et égocentriques que l'élite leur propose, des styles de vie qui exaltent nos instincts les plus bas, stigmatisent et méprisent presque la recherche quotidienne de la vertu et de la bonté, donc la recherche du Créateur. Fais ce que tu désires est leur devise, et les masses adorent ça, ignorent du fait que c'est un principe siférien à la base. Vous comprenez ce que je veux dire. Bref, il y aurait vraiment beaucoup à dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la question de l'existence du nucléaire n'est pas le vrai problème. Ce qu'il importe de toujours tenir en vue, c'est que ces gens-là seraient prêts à tout pour atteindre leur but, que nos vies pour eux ne représentent littéralement rien, et que le meilleur moyen de ne pas céder à cette peur et de lutter pour contrecarrer leur plan, c'est de rechercher le Créateur avec diligence et bonne foi, en cultivant la paix intérieure, tout en guidant nos vies par les principes de justice, d'équité et d'amour. Je précise là que je ne parle pas d'amour à l'égard des gynophores. Maintenant, revenons à l'article du jour,
Vous trouvez le lien en description. Je vais lire certains passages pertinents que je vais commenter au fur et à mesure. Donc, l'article s'intitule « Horloge biologique, les hommes aussi. Fertilité, stérilité, une affaire de femme tout ça ». À la lumière des avancées scientifiques et quitte à bousculer quelques idées reçues, les hommes ont aussi leur rôle à jouer. La fertilité masculine est tributaire d'une horloge biologique. Leur premier point, les femmes arrivent au monde avec un nombre défini d'ovocytes dont le stock s'épuise jusqu'à la ménopause qui marque la fin des cycles de reproduction féminine. Si les hommes ne subissent pas un tel tombé de rideau, sous prétexte qu'ils continuent de fabriquer des spermatozoïdes toute leur vie, ce n'est pas pour autant que leur usine, les testicules, ne se met pas à débloquer. Ça n'a pas beaucoup de sens, bon mais continuons. Inutile de se leurrer, ils sont aussi esclaves de leur horloge biologique. La qualité du sperme subit également le poids du vieillissement qui conduit à une diminution de la fertilité. Chez l'homme, à partir de 25 ans, les chances d'avoir un enfant dans les 6 mois baissent de 2% tous les ans. Fin de citation. Donc, là, vous voyez bien que la personne qui a écrit cet article commence par placer des faits vrais, question d'amadouer le lecteur, afin de placer ensuite des demi-vérités, qui en général ont plus d'effets néfastes que des mensonges complets. En réalité, tant l'homme que la femme subissent le poids du vieillissement. Forcément, car l'homme autant que la femme est un être humain. Si les chances baissent chez l'homme de 2% du fait du vieillissement, chez la femme, ce serait littéralement le triple, peut-être même plus. Parce que, outre le vieillissement, il y a un facteur quantitatif. Ce qu'il ne précise pas, les femmes sont fertiles une seule fois par mois et en plus, il n'est pas toujours chose simple de déterminer le bon jour. Un autre facteur de difficulté dans le cas des femmes. Une recherche non biaisée se serait aussi demandé combien de jours par mois l'homme, lui, a des spermatozoïdes matures dans les bourses. La réponse serait très probablement au moins 20 jours pour chaque mois. Peut-être même plus. Il serait aussi important de préciser que le spermatozoïde qui finit par féconder l'ovule, en général, est relativement jeune. Il a en général moins de 3 mois. En d'autres mots, il est pratiquement neuf. Les ovules qui, chez les femmes, produisent l'enfant sont des ovules aussi vieux que la femme en question. Qui plus est, dans le cas des anatomistes du Piquet, a été exposé à l'influence biochimique de nombreux autres hommes. Affirmer que la vieillesse est un facteur de risque pour l'homme, sans préciser que c'est valable pour les deux et plus encore pour la femme, n'est rien d'autre que de la manipulation ou même de la malhonnêteté intellectuelle. Ou même les deux en fait, ce qui est beaucoup plus probable. Bon mais, allez vous attendre à de l'honnêteté de la part de personnes qui ont l'intention déclarée d'en découdre avec l'humanité. Un deuxième passage de l'article, et je cite, « Des travaux ont démontré que plus le père est âgé, plus la mère, indépendamment de son âge à elle et de ses propres facteurs de risque, rencontre des difficultés à se retrouver enceinte. » Fin de la citation. Alors, vous imaginez bien, mes chers amis, que ce qu'ils appellent des difficultés liées à l'âge du père, en fait, se résumeraient à des problèmes d'érection. Une raison qu'ils s'empresseront de généraliser pour éviter de comparer objectivement la vitalité des cellules reproductrices d'un homme âgé avec celle d'une femme du même âge. L'expérience indique exactement le contraire et chacun de vous peut le confirmer en regardant autour de soi. À parité d'âge, un homme aura toujours plus de chances de procréer qu'une femme. Vous voyez bien qu'après avoir placé des demi-vérités en début d'article, le journaliste qui l'a rédigé se sent libre de dire carrément un mensonge en le légitimant avec l'expression « des travaux ont montré que ». Mais quels travaux? Dans quelles conditions? Bon mais, à ce point, ayant déclenché l'émotivité des gynophores, il sait très bien qu'elle goberait n'importe quel mensonge qui leur fasse plaisir. Un troisième passage, et je cite, « Cette même femme voit la probabilité de fausse couche multipliée par 3 selon que son partenaire ait 25 ou 35 ans. Dans le cas de fécondation in vitro, il a été souligné que l'âge du père, 40 ans et plus, est susceptible de constituer une autre cause d'échec de la grossesse. » Fin de la citation.
Un autre mensonge semblable au précédent. Vous imaginez bien que ces chercheurs ne vous dévoileront jamais qu'ils se sont sagement donné la peine d'éviter de considérer des facteurs très importants tels que le nombre de partenaires sexuels que ces femmes ont eu, le nombre de sabres qu'elles ont aiguisés de leurs papilles gustatives, et j'espère bien que vous comprenez de quoi je parle. Et c'est là des facteurs déterminants, car nous savons très bien que dans la société contemporaine, la gynophore moyenne a eu 4, 5 ou même 6 fois plus de rapports intimes, et parfois même exposés, par rapport à l'androphore moyen. Et le dernier passage, il faut plus de 2 mois pour fabriquer des spermatozoïdes. Chaque jour, l'usine, les testicules, en produit plusieurs dizaines de millions qui vont devoir franchir différentes étapes de division cellulaire successives, de transformation et de maturation avant de venir se loger dans les glandes séminales. Certaines conditions influencent leur production, notamment la température des testicules, toujours inférieure de 2 à 3 degrés à celle du reste du corps. Une forte fièvre ou une exposition excessive à une source de chaleur peuvent compromettre la fabrication. Pendant tout le processus, les gamètes mâles restent inactifs et s'économisent, ce qui leur permet de survivre plus de 2 mois dans l'appareil génital et d'attendre l'éjaculation. À ce moment crucial, ils trouvent l'énergie essentielle pour mettre en route leur moteur qui les aidera à tenter d'atteindre leur objectif, l'ovocyte. Passé ce délai de 2 mois et demi, en l'absence d'éjaculation, ils seront confrontés à un phénomène de vieillissement et finiront finalement par être détruits, en ayant totalement renoncé à prétendre au titre de champion à la fécondation. Fin de citation. En fait, mes chers amis, tout ce blablabla n'a qu'un seul objectif: amener les gynophores à croire que les androphores étant eux aussi soumis à une horloge biologique, il n'y a pas de raison pour qu'elles s'inquiètent du temps qui passe. C'est un penchant humain. On tend à relativiser notre malheur lorsqu'on se rappelle que d'autres personnes vivent la même chose. Le problème, c'est que lorsqu'il s'agit de malheurs qui sont la conséquence directe de nos mauvais choix, l'on devrait plutôt tirer de bonnes leçons afin d'éviter de commettre les mêmes erreurs et non relativiser. Cet article voudrait faire croire aux gynophores qu'il n'y a pas de raison réelle pour qu'elles se sentent plus délicates et vulnérables que les hommes en matière de procréation. Et ne se sentant pas plus délicates que les hommes, il n'y a pas de mal à ce qu'elles continuent leur style de vie volage. Elles peuvent tranquillement continuer leurs études en anatomie du piquet et elles n'ont pas besoin de s'inquiéter des alertes que leur lance leur horloge biologique qui n'a cesse de leur répéter tic, tac, tac. Et pourtant, justement, procréer pour une femme est un processus extrêmement délicat et susceptible d'être influencé par une kyrielle de facteurs. Figurez-vous qu'une ovulation pourrait ne pas avoir lieu, même pour une simple raison comme le stress, la température ambiante, le rêve qu'elle a fait la nuit précédente, la belle paire de chaussures qu'elle a remarquée au pied d'une amie et qui serait bien plus jolie à ses pieds à elle plutôt qu'aux pieds de son amie. En fait, la liste est intarissable. Dites-moi maintenant combien d'hommes ne réussiraient pas à lancer leurs armées de spermato juste parce que leur équipe de foot a perdu un championnat. Le seul vrai obstacle que peut avoir un homme à procréer et qui est absent chez la femme, c'est des problèmes de circulation sanguine dans les corps caverneux, c'est-à-dire des problèmes d'érection. Comparez donc cet unique problème propre aux androphores à tous ceux qui sont propres aux gynophores. Elles n'ovulent qu'une seule fois par mois. Comprenez-vous cela, mes chers amis? Une seule fois par mois. Donc, ratez la bonne semaine, rendez-vous dans 1 mois. Un homme, par contre, des spermatos, il vous en produirait littéralement chaque jour, pendant des mois. Il est clair que ce serait destructif que de le faire, mais en attendant, c'est réalisable. Il est possible qu'entre un mois et l'autre, ou une semaine et l'autre, il y ait une rupture de stock, mais en 7 jours, c'est réglé. Ce simple fait est déjà suffisant pour remettre en question les âneries que cet article raconte. Exactement comme dans le cas de l'article que j'ai commenté il y a quelque temps, le lien en description, le message subliminal est le même. Messieurs les hommes, dépêchez-vous de vous mettre la corde au cou en vous mariant, car vous n'êtes pas si privilégiés que ça au final. Vous aussi, vous êtes esclaves de votre horloge biologique. Et aux gynophores, vous, les gynophores, ne vous faites pas de soucis si aujourd'hui vous avez de la peine à concevoir.
Rien à voir avec le fait que vous ayez copulé avec la moitié de la population masculine mondiale. Rien à voir avec vos soirées arrosées et vos innombrables one night stands. C'est très probablement votre homme qui a un problème. Du moins, il y a autant de chances que ce soit le cas. En conclusion, mes chers amis, tant les gynophores que les androphores sont soumis à la loi du vieillissement du corps, certes, mais il est assez clair qu'à âge égaux, une gynophore est physiquement plus amortie et flétrie qu'un homme. Les androphores, eux aussi, ont une horloge biologique simplement parce que c'est des humains eux aussi. Toutefois, cette horloge n'est pas autant impitoyable que celle des gynophores. 9 androphores sur 10, même de 60 ans, se taperaient gentiment de jeunes gynophores et auraient plus facilement des enfants avec elles que des gynophores du même âge avec de jeunes hommes. Ceci parce que les androphores ont plus de vitalité que les gynophores. Et cette vitalité qu'ils ont jusqu'à cet âge n'est pas seulement un fait social. C'est une vitalité observable dans chacune des cellules de leur corps, y compris les spermatozoïdes. De la même façon, lorsque vous voyez une gynophore du même âge qui est complètement fanée et rabougrie, elles le sont toutes à cet âge, c'est bien parce qu'elle a perdu de sa vitalité. Et cette perte de vitalité est vécue par toutes les cellules de son corps, y compris ses ovules. Oups, au fait, à cet âge-là, elles n'en produisent même plus. En fait, cette simple réalité observable par quiconque est si évidente que je me demande à quel point ils doivent être sadiques et pervers pour essayer de remettre en question de telles évidences. Bon, mais dites-vous bien que ces gens-là remettent en question même la binarité du genre. Carrément, nous avons du pain sur la planche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don PayPal pour la perpétuité de la chaîne serait tout autant le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Sawa Bona.